Merci d'être venu à cette nouveauté, les Voies de la création. Donc, c'est un grand jour pour Vence. Le maire ne peut être là, donc je vous prie de l'excuser parce qu'en ce moment, il est très pris par d'autres occupations et il ne peut pas malheureusement être présent. Donc, nous travaillons autour de la création à Vence grâce au projet qui est porté par Catherine Méhu autour de la Villa Le Rêve. Vous savez que Vence a une belle histoire qu'on oublie souvent autour de la création et de l'expérimentation, parce que Freinet était là, il a choisi Vence, Matisse, et puis tous les artistes qui sont venus ici. Donc, grâce au travail qui est effectué en lien avec l'université, avec M. Vives, nous travaillons sur beaucoup de projets sur Vence. Il y a un gros travail qui est mis en place. Il y a aussi MTC2 qui se trouve à Vence. Donc, c'est vrai que l'université de Nice, Sophia, disons maintenant, on n'appelle plus Nice Sophia Antipolis. Université. Lucas. Voilà. Lucas, hein, voilà, Lucas et Vence. Donc c'est une relation qui se construit depuis peu et qui est promue à un grand avenir. Je vais vous laisser tout de suite la parole. Catherine. Je vais dire juste deux mots. Tiens là parce qu'il faut que tu t'assoies là. Ah oui. Oui, parce que c'est enregistré directement. Merci d'être venus nombreux pour cette première conférence du séminaire du rêve. On l'inaugure ce soir à la mairie, c'est un lieu symbolique. La mairie est notre partenaire avec l'université. Et nous espérons bientôt pouvoir faire ce cycle de conférences, bien sûr, à la Villa Le Rêve, qui est l'objectif de notre projet. Voilà, donc je vais laisser la parole à Jean-Michel Vives, qui est l'instigateur de ce séminaire, qui l'organise et qui l'anime. Alors tout d'abord, deux mots pour excuser l'absence d'Alain Didier Veil. Vous avez vu sur le programme, c'était Alain Didier Veil qui devait intervenir aujourd'hui. Malheureusement, il a été hospitalisé et il ne peut être ici avec nous. On envisage bien sûr au cours de l'année de le faire venir parce que c'est quand même quelqu'un qui a des choses extrêmement intéressantes à dire sur la question qui nous importe. Dès que nous aurons arrêté une date, nous vous la ferons suivre. Et puis je voulais vous dire aussi notre étonnement de voir aussi nombreux ce soir à Vence sous la pluie. Bon, c'est une excellente surprise pour nous, merci. Donc alors ce séminaire, l'idée donc c'était d'ouvrir de façon un peu large cette année sur la question de la création et de la fonction de l'art pour le sujet. Alors, les intervenants que j'avais sollicités étaient inscrits dans cette question. Donc, le premier, c'était Alain Diveil avec « Qu'est-ce qui empêche la création ?» C'est-à-dire, effectivement, on trouve régulièrement cette question qui se pose chez les créateurs qui sont empêchés à un moment de leur vie ou par rapport à une création précise de pouvoir continuer. Donc, Alain voulait travailler là-dessus. Il en parlera au cours de l'année. Le second, c'est Christian Hoffman. Alors, Christian Hoffman, il interviendra le 18 janvier. Et c'est un collègue professeur à l'Université de Paris 7. Et il va travailler sur un malade mental, un schizophrène brésilien qui s'appelle donc Arthur Bispo do Rosario, qui est un patient qui a passé la plus grande partie de sa vie dans un hôpital psychiatrique en banlieue de Rio et qui a créé une œuvre tout à fait exceptionnelle, extrêmement importante puisqu'elle a plus de 800 pièces et qui est aujourd'hui représentée dans les biennales internationales d'art contemporain, que ce soit à São Paulo, que ce soit à Lyon. Donc voilà, c'est aujourd'hui quelqu'un qui, ayant fait une œuvre qualifiée d'art brut, c'est-à-dire l'art des malades mentaux, a été reconnu par la création officielle et qui aujourd'hui est un artiste reconnu et important. Ensuite, j'interviendrai donc le 22 février sur cette question à partir de quoi crée-t-on. Donc je ne vous dis pas de quoi je parlerai, ça sera la surprise si vous venez. Ensuite, le 21 mars, Bernard Chouvier. Alors Bernard Chouvier, c'est un collègue de l'Université de Lyon. Et nous avons des liens d'extimité avec les amis de Lyon parce qu'en fait, ils développent des théories sur la création qui sont assez éloignées de ce que nous essayons de développer. Mais en même temps, le dialogue que nous entretenons avec eux est extrêmement stimulant et tout à fait intéressant.
Et Chouvier a écrit un très bel ouvrage sur Pessoa, donc le grand poète portugais, et qui, comme vous le savez, avait une pratique d'hétéronymie, c'est-à-dire qu'il écrivait sous différents noms. Et Chouvier a écrit un bouquin tout à fait intéressant sur pourquoi ces choix de différents noms et quelle fonction ça a dans la position subjective de Bernard Chouvier. Et enfin, nous terminerons avec Laurie Laufer. Laurie Laufer, donc, c'est une collègue de l'Université de Paris 7 aussi, et qui, elle, a travaillé sur la fonction de la création comme parade à la mort. Et elle a travaillé autour du personnage de Gary. Vous savez que Romain Gary, c'est un personnage important, puisqu'il avait lui aussi créé un double qu'il avait appelé Émile Ajar. Et il a eu cette capacité de décrocher 2 fois le prix Goncourt, une fois sous le nom de Gary, une fois sous le nom d'Émile Ajar. Donc Laurie a travaillé sur la question de la fonction de la création et de l'écriture chez Gary et Laufer. Voilà. Gary et Ajar, pardon. Ensuite, on organise un colloque. Alors, pardon. Ça va. On organise un colloque qui aura lieu le 14 mai, qui sera le second temps d'un colloque itinérant que nous avons déjà organisé la première journée à Paris, qui a eu lieu au mois d'octobre, sur Theodor Reich. Alors, Theodor Reich, c'est un auteur, un psychanalyste contemporain de Freud, qui est, à mon sens, peut-être pas suffisamment travaillé ni lu, parce qu'il a des positions extrêmement intéressantes. Alors, on avait travaillé sur la question du surmoi à Paris, puisqu'il a développé tout un tas de thèses tout à fait passionnantes sur la culpabilité. On travaillera sur la question de l'art ici, bien sûr, puisque c'est l'axe de notre collaboration avec Vence. Et donc là, il y a des gens comme Sophie Mijola, qui est de la grande spécialiste de la sublimation en France. Il y aura Lionel Rofast, avec qui nous collaborons depuis plusieurs années autour de la question du théâtre. François Sauvagnat, moi-même, un collègue de Tunisie. Et le 3e temps aura lieu au mois d'octobre à Tunis. Si vous voulez, vous êtes les bienvenus. Et là, ça sera sur Reich, anthropologue, puisqu'elle a beaucoup travaillé autour de la question de l'anthropologie, du rituel, du rite, etc., etc. Voilà donc pour la présentation de cette année. L'année prochaine, déjà, nous avons quelques personnes qui sont pressenties, qui ont accepté de venir. Donc, nous avons déjà prévu que cela se réédite sur au moins les 3 années à venir. Voilà. Donc, quand nous avons appris l'hospitalisation de notre ami Alain Didier Veil, nous nous sommes dit qu'il fallait bien qu'on fasse quelque chose. Il était important, effectivement, de ne surtout pas annuler cette première rencontre, ça aurait été une catastrophe. Donc, nous avons voulu peut-être amorcer cette question du séminaire avec une question qui nous lie, Frédéric et moi-même, et qui lie aussi, qui nous lie avec Vence, c'est la question de la médiation et des ateliers pratiques médiatisées. Voilà. Donc c'est quelque chose qui nous intéresse, que nous essayons d'élaborer théoriquement depuis de nombreuses années, et c'est quelque chose que nous travaillons à l'occasion du master que nous avons mis en place depuis maintenant 3 ans à l'Université de Nice sur psychologie clinique et médiation thérapeutique par l'art. Donc on s'est dit on va profiter de cette première rencontre pour poser les bases de ce que c'est que la médiation et quel en est en gros un des leviers qui est la question de l'improvisation. Voilà. Donc on reviendra là-dessus tout à l'heure et je vais déjà passer la parole à mon ami et collègue Frédéric pour qu'il aborde la question de ce que c'est que la médiation. Oui, bonsoir. Frédéric. Ah oui. Bon, serre-toi. Ce qu'on a prévu, voilà, on est déjà très proche dans la vie, donc bon, ça... Voilà. Donc ce qu'on a prévu, c'est un texte à 2. Donc on va régulièrement, comme ça, se passer le micro, ou en tout cas se passer la parole pour aborder des questions sur la question de l'improvisation. On a appelé ça « improviser en psychanalyste », avec une petite particularité en mettant le T entre parenthèses, ce qui veut dire improviser en psychanalyse, mais aussi improviser en psychanalyste. L'idée,
c'est de proposer, c'est ce qu'on soutient en tout cas à Nice et aussi nos collègues de Lyon, c'est que les pratiques médiatisées dont on va parler ce soir, ces pratiques-là peuvent tout à fait relever du champ dit de la psychanalyse. C'est-à-dire que pour un public qui ne connaîtrait pas trop, on souvent réduit finalement la psychanalyse à l'interlocution, le dialogue, et ce qu'on peut en connaître dans les films de Woody Allen par exemple. Mais il faut bien savoir que ça a changé et que ça a énormément évolué depuis des années, et que maintenant, une grande partie des rencontres cliniques, très souvent en institution, ne se font pas du tout sur le mode de la psychanalyse tel qu'on peut l'imaginer dans les films de Woody Allen, mais au contraire, elles se font un peu partout, et notamment à l'occasion d'ateliers qui sont des ateliers dits à médiation thérapeutique. Donc c'est ce qui est appelé aussi par ailleurs art-thérapie, c'est plus souvent connu comme ça. Pour X raisons, on préfère une autre dénomination. On pourra, ah non, pas pour X raisons. Mais non, pas attends. pour X raisons. Vous voyez, ça y est, ça commence. En fait, il faudrait avoir un seul micro, ça serait beaucoup plus simple. Ça serait beaucoup plus simple. J'y viens, attends. Mais voilà, l'idée, c'est ce qu'on soutient. On n'est pas le seul, hein, mais ce qu'on soutient en tout cas, c'est que la recherche universitaire permet aussi de se pencher sur les bases d'une pratique, sur ses bases théoriques, quand il y en a, et sur les enjeux épistémologiques qui peuvent être implicites à une pratique de soins notamment. Et donc pour les raisons qu'on va aborder, la notion d'art-thérapie en elle-même nous paraît parfois un petit peu réductrice. On préfère mettre l'accent sur la question de la médiation. Donc on parle comme ça, c'est ce qu'on a commis l'année dernière, un ouvrage collectif qui s'appelle « Les médiations thérapeutiques par l'art ». Justement, parler de médiation thérapeutique, ça met l'accent de suite sur l'idée de la relation qui est en jeu autour d'un processus de création. Donc le concept même de médiation est extrêmement important. Art-thérapie, on n'est pas certain, en disant art-thérapie, que ça convoque de suite l'attention sur la relation en jeu entre, on va dire, un clinicien, un patient ou plusieurs patients si l'atelier est collectif. Donc, improviser en psychanalyste, sous-titre justement l'improvisation dans les pratiques médiatisées, c'est notre propos de ce soir. Donc, tu commençais à de suite monter comme ça sur la question de l'art-thérapie. Voilà, je pense que en mettant l'accent sur la médiation, on essaye de proposer une pensée de la rencontre. Que cette rencontre se fasse par la parole ou qu'elle se fasse autour d'un processus de création, c'est d'abord la rencontre et ça part d'imprévu qui va être en jeu pour nous. Et donc, en parlant de part d'imprévu, vous voyez tout de suite qu'on va aborder la question de l'improvisation. C'est-à-dire que, et là je vais passer la parole à Jean-Michel, mais il n'y a pas de pratique clinique sans part d'improvisation. Ça, c'est quelque chose, en tout cas, qu'on peut défendre par rapport notamment à toutes sortes d'approches du soin qui se veulent justement des soins par protocole, par programmation. Or, voilà, si en tout cas on peut s'appuyer sur la psychanalyse pour une chose, mais pour d'autres aussi, mais en tout cas pour une chose, c'est que quand on propose les conditions d'une rencontre avec un patient, on est sûr qu'à un moment ou à un autre va surgir de l'imprévu. Et l'imprévu, qu'est-ce qu'on en fait ? Est-ce qu'on considère que ça ne rentre pas dans le protocole ou dans les attentes et donc on ne veut rien en savoir ? Ou est-ce qu'on essaye de l'accueillir ? Et est-ce qu'on essaye d'en faire quelque chose à partir de ça, en se disant que dans cet imprévu-là, justement, celui qui vient nous voir, eh bien, il expérimente quelque chose peut-être qui est inconnu de lui, ou peut-être qui est déjà trop connu de lui, mais auquel on va pouvoir donner une autre solution. Donc voilà, la réaction ou l'accueil à l'imprévu, c'est ce qu'on peut appeler une improvisation, et ça demande juste une chose, ça demande à ne pas concevoir l'improvisation sous sa dimension péjorative. Vous voyez, quand on dit quelque chose qui est vite improvisé, quoi. Donc on avait prévu justement de commencer notre discussion, notre conférence en disant ce que n'était pas l'improvisation, pour ensuite arriver à ce qu'est l'improvisation en art, et après arriver à ce qu'est l'improvisation dans les pratiques médiatisées. Vous avez le plan de ce soir. Alors je vais quand même profiter du moment que j'ai le micro pour dire pourquoi
quelles sont les raisons qui me font récuser le terme d'art-thérapie? Parce que c'est quand même important. Parce que c'est quand même le terme qui est le plus courant dans ces pratiques. Et pourquoi nous avons choisi de nous situer du côté des médiations thérapeutiques. L'art-thérapie laisserait entendre que l'art est thérapeutique en soi. Or, ce n'est pas le cas. Voilà. Ce que nous montrent les exemples dont parleront les intervenants, c'est que il peut y avoir des trouvailles, il peut y avoir des inventions. Obispo, ce grand schizophrène brésilien, il a trouvé des solutions, c'est-à-dire quelque chose qui à un moment lui permet de tenir. Pour autant, il n'a jamais été guéri de sa schizophrénie, et on pourrait même dire que sa pratique artistique, à un moment, l'a encore plus enfermé, puisque pendant 7 ans, il a demandé effectivement à être confiné pour ne pas être dérangé par le monde extérieur. Donc là, vous voyez, on voit bien que sa pratique artistique, c'était plutôt quelque chose dans lequel il pouvait, comme tout artiste, qui peut être à un moment pris par son dispositif de création. Bon. Donc, l'art n'est pas thérapeutique. Je veux dire, l'art n'a pas sauvé Van Gogh, l'art n'a pas sauvé Antonin Artaud. Bon. Donc, ce qui nous intéresse à partir de là, c'est en quoi proposer dans une relation transférentielle, parce que je veux dire, c'est aussi le gros mot, mais il faut quand même bien le prononcer à un moment ou à un autre. C'est-à-dire que quand on propose une relation avec un groupe ou avec en individuel, il y a une relation qui est qualifiée par la psychanalyse de transférentielle. C'est-à-dire que quelque chose va se mettre en route, va se jouer, voire se rejouer, et que cette dimension-là, elle n'existe pas quand le patient est seul face à son œuvre. Voilà. Donc c'est ça, c'est cette dimension-là qui nous paraît essentielle et que nous défendons en tant que cliniciens. Les art-thérapeutes ne croient pas que l'art en soi soit thérapeutique, bien sûr. Je veux dire, il rejoindrait assez facilement, je pense, les positions qui sont les nôtres, mais je pense que le terme d'art-thérapie en soi est une maladresse et je pense qu'il vaut mieux l'éviter. Alors, si on revient à cette question de l'improvisation, pourquoi l'improvisation nous paraît-elle importante? C'est parce que c'est une pratique qu'on va retrouver d'atelier en atelier. C'est-à-dire que si on regarde un atelier qu'on va proposer avec des patients autour du théâtre, eh bien à un moment, il va y avoir un temps d'improvisation. Voilà. Alors ça ne veut pas dire que ça va faire n'importe quoi, loin de là, mais on va demander d'improviser. Musicalement, on va retrouver la même chose, c'est-à-dire qu'on va attendre qu'il y ait effectivement ce moment d'improvisation, soit en individuel, soit en groupe. Donc la question qu'on s'était posée avec Frédéric, c'est de dire, bon, comment on pourrait aborder cette question de l'improvisation et essayer de l'élever à la dignité de notion, là où elle est plutôt quelque chose qui est vécu comme péjoratif. C'est-à-dire que quelqu'un qui pourtant m'aime bien m'a dit « Ah bah oui, Alain Dieveil, vous allez devoir improviser quelque chose. Et sous-entendu, au pied levé, il va falloir que vous y colliez. Bon. Donc, dans cette dimension d'improvisation, on a toujours le côté un peu d'expédient. Allez, les amis arrivent à l'improviste, on va improviser un repas. Donc, on ramasse les restes et on fait quelque chose. Et c'est encore pire quand ça devient pronominal, s'improviser. Il s'est improvisé psychanalyste. Ah, l'horreur. Voilà. Donc, s'improviser, c'est encore pire que improviser. Voilà. Donc, alors, en quoi on peut dire qu'effectivement, cette notion d'improvisation, malgré ses connotations extrêmement péjoratives qui lui sont liées, peut devenir un outil et une question? Eh bien, c'est-à-dire que l'improvisation, loin d'être n'importe quoi, c'est quelque chose qui obéit à un double mouvement qu'on va déployer ensuite pour vous. C'est-à-dire que improviser, c'est d'abord avoir intégré un certain nombre de codes, de règles, et à l'intérieur de ces codes, là je simplifie un peu la chose, mais vous allez voir qu'on va la complexifier, à l'intérieur de ces codes, de ces règles, le sujet doit pouvoir inscrire sa subjectivité. Et donc là, vous voyez, il y a déjà une double tension là, qui commence à se dessiner. D'un côté, un musicien qui improvise, c'est bien sûr parce qu'il a intégré un certain nombre de règles et de codes qui lui permet effectivement de s'inscrire dans la pièce qu'il joue
Et en même temps, tout l'intérêt de l'auditeur, ça sera de repérer comment il inscrit quelque chose de sa singularité, de sa subjectivité à l'intérieur de ça. Donc vous voyez, on a une tension qui commence à se dessiner entre un imprévisible dont parlait Frédéric tout à l'heure, mais un imprévisible qu'on pourrait qualifier de non imprévisible. C'est-à-dire que c'est un imprévisible qui devra arriver. Donc, et c'est cette tension-là qui, pour nous, en tout cas, il nous paraît importante d'essayer de réfléchir, de penser, et c'est cet imprévisible, non imprévisible, qui aurait des effets thérapeutiques et qui nous permettrait peut-être de penser en quoi cette improvisation est toujours sollicitée d'une manière ou d'une autre dans les groupes à médiation thérapeutique. Oui, oui. Finalement, il y a peut-être que les personnes qui n'ont pas les preuves de l'art et de la pratique artistique qui peuvent penser que l'improvisation, ça se fait justement comme ça, quoi. C'est bien qu'il suffit juste de discuter avec quelques artistes pour s'apercevoir que l'improvisation, elle ne s'invente pas et qu'il faut énormément travailler pour pouvoir s'y risquer. Donc ce travail-là, on pourrait, dans un premier temps, le regarder du côté des codes, c'est le mot que tu as utilisé, c'est-à-dire les codes d'une discipline artistique. Son histoire, ses usages, ses langages, bref, tous ces éléments qui font que la discipline va demander déjà un travail énorme pour comprendre, pour apprendre, pour s'approprier ces codes. On ne commence pas la musique comme ça. Voilà. On pourrait dire que, d'une certaine façon, si on cherche le pendant, et le pendant clinique, on pourrait dire que les codes vont renvoyer à ce qu'on pourrait appeler la règle. La règle d'un atelier, la règle d'une rencontre, c'est-à-dire les éléments qui composent le cadre. Voilà. C'est le mot dont on fait usage dans nos pratiques. Et si on suppose justement que pour improviser, il faut déjà accepter les codes d'une discipline artistique, alors ça nous pousse à penser quelque chose. C'est que pour permettre au patient d'improviser, après on va voir aussi que le clinicien lui aussi est sommé, on pourrait dire, d'improviser, mais que pour permettre au patient d'improviser, alors il faut bien justement lui proposer, à minima, quelques règles qui vont permettre au lieu concret, c'est-à-dire à l'atelier, qui vont lui permettre de fonctionner. Donc, improviser, ce n'est pas du tout faire n'importe quoi. Ça marque déjà qu'un patient accepte de se faire le récepteur de ces règles. Ces règles, elles peuvent être minimales. Pas obligé de déjà tout prévoir, de tout prescrire. Mais par contre, se faire récepteur des règles, ça demande autre chose. Ça demande à ce que le clinicien, celui qui anime l'atelier, lui, il se fasse émetteur. Il se fasse émetteur des règles et garant. Alors, en préparant notre travail, chacun, on s'était dit, oui, moi, émetteur, ça me parle. Mais ça ne me parle pas comme celui qui va incarner les règles ou la loi, etc. Émetteur, on peut le prendre presque au sens du poste de radio. Un poste de radio, il émet. Mais il n'émet pas une émission qu'il crée. Il transmet. Voilà. C'est un média. Et là, on pourrait dire que le clinicien, quand il se fait émetteur des règles, il n'est pas celui qui crée les règles, qui se ferait le point final, l'alpha et l'oméga de la règle ou de la loi qui vient diriger l'atelier. Il est celui qui transmet, il est celui qui émet au sens de la radio, c'est-à-dire qui se fait le média, j'aime bien cette impression-là, ouais, cette idée-là, il se fait le média de quelque chose qui a été décidé ailleurs et sur laquelle finalement il n'a pas forcément la main. Donc il transmet, mais voilà, c'est pas lui qui se fait l'inventeur de la règle. Par contre, il est émetteur et garant. Si je puis Alors vas-y. Juste pour illustrer ça, et après je te rends la parole, mais il y a un dispositif qui parlera à tous de façon extrêmement claire, c'est la position maternelle face à l'enfant. C'est-à-dire que la position maternelle face à l'enfant, elle est exactement dans la même disposition.
C'est-à-dire que la mère prête à l'enfant des mots, elle transmet quelque chose qui lui a été transmis, et donc elle est émettrice, effectivement, de règles, d'une parole qui obéit à des codes, à des lois qui la dépassent, mais qu'elle transmet en parlant. Mais pour autant, elle est obligée de transmettre cette parole de façon singulière. C'est-à-dire que là, encore une fois, on voit bien que la mère face à l'enfant, elle est souvent démunie. Bon, on rencontre souvent des mères qui peuvent venir nous voir en disant c'est difficile, je ne sais pas très bien comment m'y prendre. Bon, et en même temps, ben, elle invente des solutions. Ben, c'est ça aussi improviser. C'est-à-dire, c'est faire face à cet imprévu qui est cet enfant et qui répond pas tout à fait toujours comme on l'attendrait. Et face à cette... C'est le moins qu'on puisse dire. Et face à cet imprévu, c'est trouver des solutions, mais qui ne sont pas effectivement offertes dans un livre, hein, malgré que la plupart des mères aujourd'hui lisent « j'élève mon enfant, comment je dois faire, etc. etc. » Bon, pour autant, il faut qu'elle trouve des solutions en elle. Donc elle improvise une réponse et qui obéit, je dirais, à cette loi de la parole qu'elle a reçue, mais qu'elle doit aussi incarner, faire vivre, subjectiver. Alors, si tu peux continuer, Oui. il y a la question de l'émetteur et la question de garant des règles. Et garant, pour toi, c'était important. Oui. Et alors, le garant aussi, c'est celui qui va faire que il y a des limites qui ne seront pas franchies. C'est-à-dire que pour qu'un atelier puisse fonctionner, c'est important que, effectivement, on ne sorte pas n'importe quoi. C'est-à-dire que, par exemple, si je prends l'idée de l'atelier théâtre, on va dessiner une scène, bien sûr, pas de théâtre sans scène. Donc une scène, c'est pas forcément des pendrillons, c'est pas forcément un rideau, c'est pas forcément une estrade. Une scène, ça peut être un morceau de scotch qui va délimiter un espace à terre, et puis il va se passer des choses à l'intérieur du cadre délimité qui ne pourront pas se passer à l'extérieur. Voilà. Eh bien, ça, c'est la règle minimale. Voilà. Au théâtre, on pourra dire la règle minimale, c'est ça. C'est sur scène, il se passe des choses, et hors scène, on arrête de jouer, par exemple. Et ça, c'est très étonnant de voir que les psychotiques ont accès à ça, par exemple. Voilà. Il y a des psychotiques qui, très vite, effectivement, peuvent passer de la scène ou hors scène et comprendre qu'il y a des choses qui se passent là et qui ne se passent pas ailleurs. Par exemple, ils peuvent arrêter de délirer sur scène. Bon. Et puis après, dès qu'ils sortent de scène, ils se remettent à délirer. C'est tout à fait fascinant, mais ça existe. Donc, être le garant de cette règle minimale, c'est ça. C'est-à-dire faire en sorte que ce cadre qui aura été dessiné sur scène, eh bien, il ne va pas être complètement explosé. Sinon, il n'y a plus de jeu possible. Alors, on ne va pas prendre trop de temps sur la question de la règle. Vous voyez que si on s'arrêtait là, probablement qu'on ne se donnerait pas les moyens, en tout cas, de penser une rencontre clinique, mais plutôt peut-être et encore, ça serait très dépréciatif pour eux, mais une rencontre pédagogique, c'est-à-dire essayer de transmettre des règles, etc. quoi. Or, justement, dans les ateliers à médiation, et parfois c'est compliqué, notamment pour des artistes qui ont eu une expérience de donner des cours, etc., on essaye d'aller au-delà de la pédagogie. Si on est sur l'idée d'une médiation thérapeutique par l'art, on va au-delà de la pédagogie. Donc on est obligé de penser un au-delà du code à appliquer, ou du code à intégrer, etc. Alors du coup, la règle n'est pas le tout de l'improvisation. On commence par la règle parce qu'on ne peut pas faire sans, mais en même temps, à un moment, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de la règle. C'est là où parfois, justement, on peut confondre, par exemple, improvisation et transgression. C'est pas pareil. Mais cet au-delà de la règle, comment on peut la repérer? Après, on va venir peut-être sur des questions d'improvisation musicale et théâtrale, mais d'une façon assez générale dans un premier temps, l'au-delà de la règle, c'est justement le fait qu'il ne s'agit pas de se contenter d'appliquer des règles du côté du patient notamment, mais il va y avoir un jeu avec elles, un jeu avec les règles. La façon dont un patient va pouvoir s'emparer de ça et créer à partir des règles, quelque chose qui n'était pas prévu. Donc là, justement, on se dit, c'est pas seulement être récepteur, c'est répondre déjà à ces règles.
Et cette réponse, elle va engager une dimension subjective. J'espère qu'on va arriver jusque-là. Nous, ce qui nous intéresse, on appelle ça en ce moment la fonction protagoniste. Peut-être qu'on va, on va arriver jusque-là, j'espère. Donc, du côté du patient, ça implique l'improvisation, un jeu avec les règles. Du côté du clinicien, ça va impliquer autre chose. Bien sûr qu'il doit lui aussi accueillir comme ça ce jeu avec les règles, mais c'est surtout faire en sorte que ces règles soient uniquement là pour permettre. Et permettre, ça ne veut pas dire que ça arrive à chaque fois. J'aime bien le mot permettre parce que bon, ça peut arriver, mais pas forcément. Voilà. Mais quand ça permet quoi? Ce que Jean-Michel avait commencé à dire, c'est-à-dire ça permet l'émergence d'un imprévu. Il y a quelque chose d'imprévu qui se passe. Mais cet imprévu, il est en réponse à ces éléments qui l'ont précédé, notamment la règle, la rencontre, etc. C'est-à-dire que c'est là où tu avais commencé à travailler cette notion, c'est-à-dire c'est un imprévu, mais qui n'est pas complètement imprévisible, puisqu'il y a quelque chose qui le précède. Et l'art du clinicien, c'est d'essayer, on pourrait dire, de poser les bases de ce quelque chose qui précède pour pouvoir permettre à cet imprévu d'être travaillé. Donc cet imprévu, là on en est là en ce moment, c'est un imprévu non imprévisible. Alors pourquoi ça nous intéresse cette question-là? Eh bien, c'est que si on prend par exemple le dispositif théâtral, il fonctionne par exemple sur le masque. Enfin, il peut fonctionner sur le masque, mais le personnage, quand je m'identifie à un personnage, je le fais exister en lui donnant des traits imaginaires. Ben, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Donc, et là, sa dimension imaginaire, ces traits, c'est quelque chose qui va nous renvoyer plutôt du côté du moi, hein, donc une constitution identitaire. Et d'ailleurs, il y a toute une partie du théâtre, on pourrait dire jusqu'au début du XXe siècle, qui a fonctionné sur cette dimension-là. C'est-à-dire, tu es petite, grosse, tu feras les servantes, tu es grand et beau et tu joueras Don Juan. Voilà. Hein, bon. Aujourd'hui, ça c'est ce qu'on appelait les emplois au théâtre. Hein. Donc on rentrait au conservatoire, petite, grosse, rigolote, allez, tu feras les servantes chez Molière et chez Marivaux. Bon. Donc c'était en gros ce qu'on appelait une pensée du théâtre de l'emploi. Hein. C'était des emplois. Et dans emploi, étymologiquement, on entend à l'intérieur, dans le pli. Voilà. Or, aujourd'hui, le théâtre, c'est un théâtre qu'on pourrait qualifier au contraire de théâtre de l'exploit, puisque à partir de Villard et encore plus de Vitesse, eh bien, on s'est dit ben, tout le monde peut tout jouer. Voilà. C'est-à-dire qu'on a la possibilité en nous, effectivement, de pouvoir faire exister Don Juan, même si on n'est pas grand et beau. Donc, cette question du prévisible et de l'imprévisible, c'est la tension qu'on pourrait penser en termes psychanalytiques entre le moi, c'est-à-dire cette dimension imaginaire que je construis pour faire exister le personnage, et puis quelque chose qui tout d'un coup va venir zébrer le personnage et qui est surprenant. Hein. Pensez à Piccoli par exemple, justement je pense à Piccoli quand il jouait Don Juan dans le film. Bon, Piccoli, il est séduisant, mais bon, c'est pas en même temps un type extrêmement beau. Et par moments, il est d'une séduction irrésistible, absolument irrésistible. Et ça, c'est quelque chose effectivement qui apparaît dans le jeu, imprévisible, dangereux. Et ça, c'est l'apparition, pourrait-on dire, du sujet. Voilà. C'est-à-dire de quelque chose qui est pas prévisible, le moins est prévisible. Et le sujet, tout d'un coup, vient apparaître de façon inattendue et donner toute la profondeur au personnage. Et donc, c'est ces moments-là qui vont... Les deux sont nécessaires au théâtre. C'est-à-dire qu'on va effectivement... dans le théâtre de représentation, hein, et après il y a des théâtres contemporains qui ne vont pas viser à ça, mais prenons le théâtre le plus classique, on va avoir besoin effectivement de reconnaître un personnage. Ça, c'est la dimension, pourrait-on dire, moïque, c'est la dimension identitaire, c'est la dimension imaginaire. Et à l'intérieur de ça, il va falloir que, pour nous le rendre intéressant, il va falloir que le comédien soit capable de le zébrer de choses plus énigmatiques qui lui donnent une existence inattendue. Voilà. Et ça, c'est la dimension imprévisible.
Je me rappelle, en t'entendant parler, je me rappelle de la première année, la deuxième, je crois, la deuxième année où tu as enseigné à l'université, où je terminais mon cursus en psychologie, et tu animais à l'époque des ateliers de théâtre à l'intérieur de la promo. Donc on était une vingtaine en dernière année de psycho. Et donc Jean-Michel faisait atelier théâtre. Il avait décidé de monter Oedipe. Et allez savoir pourquoi. Sophocle. Et Oedipe était tombé sur moi. Bizarre. Pourtant, je n'ai rien à voir avec Oedipe. Sans doute. C'est impossible. Bon, bref, effectivement, cette question de l'emploi, elle était assez... elle peut être maniée, justement, pour qu'on puisse aussi s'en décoller d'une certaine façon. Parce qu'on est tous pris dans nos emplois de la vie quotidienne, après tout. Il ne suffit pas d'attendre le théâtre pour être déjà confronté à ses propres emplois. Et on sait ce qu'il en est dans nos vies professionnelles, notamment, nos vies familiales, etc. Bon. On peut reprendre, là tu viens de donner l'exemple de l'improvisation au théâtre, mais on peut reprendre aussi l'exemple de l'improvisation en musique. Je ne sais pas s'il y a des musiciens, enfin je sais qu'il y a des musiciens dans la salle, mais j'en connais certains, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres que je ne connaîtrais pas. Mais une des situations qui m'intéresse particulièrement pour travailler l'improvisation, parce que déjà j'y suis extrêmement sensible, c'est l'improvisation en jazz. Dans l'improvisation en jazz, on sait bien que ça se fait toujours sur quelque chose. Même l'improvisation dite non idiomatique, c'est-à-dire ce qui est présenté comme l'improvisation libre, avec des expériences qui ont commencé dès la fin des années 60, dès la fin des années 50 même, mais même l'improvisation non idiomatique se construit sur quelque chose. Et il y a quelqu'un avec qui on a travaillé, qui s'appelle Jean-Marc Chouvel, qui est à la fois un musicien, mais qui est aussi un chercheur en esthétique, et qui, lors d'un colloque que j'avais organisé sur l'improvisation, nous avait dit, mais improviser, il manque quelque chose. On improvise avec. On improvise avec. Alors, on peut dire, j'improvise avec un tel, etc., avec toi ce soir. Bon, mais c'est surtout, même quand on est seul, on improvise avec. Donc on est toujours face à un autre. Cet autre, notamment dans la musique de jazz, c'est... si on prend tel standard, c'est toute la série des musiciens qui ont joué ce standard auparavant, qui l'ont déformé, qui l'ont trituré, qui l'ont transformé par plein d'instruments différents. C'est toute la série aussi, cet autre-là, c'est toute la série justement des transformations harmoniques qu'un même standard a connues. Puisque le morceau qui, entre le moment où il a été produit à Broadway dans un premier temps, on s'est dit « Oh, on va le rejouer en tant que jazzman, donc on va en faire autre chose, etc. » Petit à petit, il passe par les mains de Charlie Parker, qui après le repasse à un tel, etc. Le morceau se transforme, et donc le musicien joue aussi, s'intègre dans une histoire. Il prend la parole pour répondre à l'ensemble des musiciens qui ont interprété ce morceau avant lui. Normalement, enfin, on les connaît un petit peu quand même. Il y a l'improvisation dans le jazz se fait aussi par la feuille, comme on dit, et donc il y a énormément à écouter les versions qui ont été faites par les musiciens qui nous ont précédés. Mais ça suffit pas. Ça suffit pas, c'est-à-dire que on improvise avec cet autre-là qui nous précédait, mais surtout on improvise là où l'autre se tait. Là où l'autre se tait, c'est-à-dire, ce qui est très intéressant dans l'improvisation musicale, c'est que, notamment en jazz, c'est que la plupart du temps, on a affaire à des grilles. Ça parlera à certains, c'est-à-dire, ce n'est pas une partition. Une partition, c'est une suite d'accords. Et c'est aux musiciens de connaître à la fois la mélodie, bien sûr, qui se développe sur ces accords, mais c'est surtout aux musiciens de savoir un peu ce qu'il va faire de ces accords. Parce que quand vous avez un accord comme ça, face à vous, qui est suivi d'un autre, qui était précédé d'un premier, quand vous avez cet accord-là, cet accord ne vous dit pas les notes que vous devez jouer là-dessus. Alors bien sûr, il y a plein de clichés, de choses, d'histoires auxquelles on essaye de phrases déjà toutes faites, auxquelles on essaye de se raccrocher pour faire face à cet accord. Mais l'accord se tait. Il nous donne à la fois quoi jouer, mais en même temps, il ne nous dit pas comment le jouer. Et donc là, il y a ce qu'on a appelé, au bout d'un moment, cette grille a permis, finalement, elle permet d'installer le musicien dans une position à la fois de récepteur, mais aussi on pourrait dire, de réponse. Il répond à cette grille musicale. Et lorsqu'il se met à répondre,
il se fait soliste. Alors on a eu une discussion aussi, je ne sais pas si on va l'aborder ce soir, mais la question du soliste en jazz, elle est très intéressante parce qu'un soliste en jazz, il se détache, certes, des musiciens qui jouent avec lui, mais il y a toujours une interaction. Il y a toujours une espèce de... Alors les musiciens parlent de dialogue, d'interplay, mais il y a toujours un entrejeu. C'est-à-dire que le contrebassiste qui est derrière, par exemple, le musicien, le contrebassiste qui est derrière, il ne fait pas qu'accompagner. On pourrait croire qu'il se cantonne à accompagner, mais non, il fait des propositions. Il fait des propositions parce que lui-même, il est sur la grille et il dit voilà, tu peux jouer ça, tu peux jouer ça. Il le dit au soliste. Le batteur également, il va faire des propositions rythmiques, etc. Mais ça va être au soliste de répondre à ces propositions-là. Donc le soliste en jazz, il est toujours, en quelque sorte, en lien avec les autres qui l'accompagnent, et pourtant, il s'est arraché d'eux. Il s'est arraché d'eux pour essayer de faire entendre la façon qu'il a de tourner autour de ce que la grille ne dit pas. Et c'est un peu ce qu'on va retrouver d'ailleurs dans les groupes à médiation musicale. C'est-à-dire qu'on pourrait repérer deux niveaux, et c'est ça qui va nous intéresser. C'est-à-dire que quand on fait jouer des personnes qui ne sont pas musiciennes, a priori, ensemble, bien sûr que le début va être cacophonique, et puis très vite, ce qu'on va voir, c'est que va s'installer une pulsation. C'est-à-dire qu'on cherche à jouer ensemble, une pulsation. Et puis les gens vont commencer à s'écouter les uns les autres et à essayer de créer quelque chose qui pourrait correspondre à une forme audible. Là, nos collègues et amis lyonnais parleraient d'illusion groupale. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'une espèce de peau sonore, d'enveloppe sonore qui se crée, où le groupe s'éprouve comme faisant un et étant dans quelque chose d'agréable. Nous, ce qui nous intéresse, pour reprendre l'image que donnait Frédéric par rapport aux solistes de jazz, c'est comment, quand on écoute en tant que clinicien et en tant qu'intervenant dans ces ateliers, comment on peut entendre quelqu'un tout d'un coup qui à un moment s'arrache de ce groupe pour tenter de donner une proposition, c'est-à-dire tout d'un coup occuper cette position de soliste. Alors c'est pas une position facile, parce que vous le savez quotidiennement, dans votre vie quotidienne, c'est souvent plus facile d'être dans le groupe, de ne pas dépasser, plutôt effectivement que de prendre le risque de s'arracher au groupe, de prendre la parole face au groupe et de tenir un discours qui soit peut-être différent, ou même s'il est encore en relation avec lui, mais qui est dans une position autre. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui... puisque tu parles de tes souvenirs, je peux parler des miens. Donc, quand Fred était petit, ça a été mon étudiant de maîtrise. Pas très très longtemps. Il y a 20 ans maintenant. Ça a été mon premier étudiant de maîtrise. Voilà, je venais d'arriver à la fac et je suis tombé sur lui. Bon, ce soir, on révèle tout. Voilà. Donc, et en fait, c'est la première question qui nous a intéressés tous les deux. C'est pour ça sans doute qu'on est encore là ce soir tous les deux. C'est qu'on s'était intéressé justement au dispositif de médiation musicothérapie. Et à cette époque-là, bien sûr, la musicothérapie, c'était notre amie Edith Lecourt. Et Edith Lecourt travaillait sur l'enveloppe sonore, sur la contenance, tout ça. Et nous, bien sûr, ce qui nous intéressait déjà, c'était ce qui venait faire effraction, en gros. Ce qui venait faire en sorte que cette enveloppe, tout d'un coup, se mette à dysfonctionner, mais que dans le dysfonctionnement du groupe, on n'entendait pas simplement du dysfonctionnement, mais on entendait un sujet qui tentait de donner de la voix musicalement. Voilà. Et quand tu dis on entendait, ça c'est peut-être une proposition, en tout cas c'est une question pour nous, c'est-à-dire que autant le premier temps, c'est-à-dire le temps de l'illusion groupale ou de l'identité sonore, c'est-à-dire le moment où on se retrouve tous, etc., c'est super, on joue tous ensemble, voilà. Autant ce premier-là, finalement, on peut peut-être probablement le percevoir tous. Par contre, le temps d'après, c'est-à-dire le moment où on entend qu'il y en a un qui essaye de s'arracher à ça, et du coup, de faire l'enveloppe manquante, puisqu'il s'arrache, il va manquer au groupe. Ce temps-là, il est probable que pour l'entendre, il faut une oreille musicienne. C'est-à-dire que
il y a une attention particulière à la musique, là, qui est portée. On n'est plus en train de reconnaître voilà, ce qui est en train de se former, mais on est en train d'entendre autre chose. C'est-à-dire qu'il y a peut-être la nécessité d'une oreille musicienne, là on est en train de parler maintenant des médiations thérapeutiques, hein, une oreille musicienne au sein même du travail clinique. En quoi le clinicien pourrait avoir cette oreille musicienne qui va entendre ce soliste se détacher, peut-être s'élever, ou pas d'ailleurs, on n'est pas sûr qu'il monte hein, d'ailleurs, hein, mais en tout cas se détacher du groupe. Voilà. Là, il y a une dimension qui frôle à la fois, on pourrait dire, l'esthétique et l'éthique analytique. Quand on en avait parlé, tu disais oui, mais finalement dans le théâtre, il y a presque la même chose. Oui, oui, bien sûr. Dans le théâtre, il y aura... Le théâtre thérapeutique en tout cas. Oui, dans le théâtre thérapeutique, il faudra aussi avoir ce regard et cette oreille. Mais là, je veux dire, dans le théâtre, c'est un œil qui écoute. C'est assez étrange parce que le metteur en scène, qui est un personnage absolument incontournable aujourd'hui du théâtre, c'est quand même ce regard particulier qui est dans la salle et qui regarde ce qui se passe sur scène et qui écoute, mais qui regarde aussi et qui va scander en disant ça oui, ça non, ça peut-être qu'on pourrait le faire comme ça. Et je crois que aussi bien il faut une oreille musicienne pour pouvoir entendre cette tentative d'un des patients de pouvoir tenir sa voix en dehors du concert qui est proposé. C'est la même chose, je veux dire, quand on est à une improvisation théâtrale, il faut être capable de repérer, donc visuellement et aussi sans doute d'un point de vue auditif, comment un sujet tente de s'arracher à la tyrannie du groupe, parce que dans les ateliers théâtre, la plupart du temps, ce à quoi on peut être confronté, c'est à la répétition du même, à ce qu'on a pu voir des sketchs de la télévision ou des choses comme ça. Notamment dans le théâtre improvisé. Oui, surtout dans le théâtre improvisé, voilà. Donc, récupérer des figures déjà connues pour venir les mettre sur scène. Et comment il y a parfois un des patients qui peut prendre le risque justement de proposer autre chose et donc de ne pas se situer là où les protagonistes, les autres participants lui proposent d'être. Voilà. C'est ce que Fred et moi proposons d'appeler en fait la fonction protagoniste. Et alors, cette fonction protagoniste, c'est quelque chose que nous avons élaboré dans un vol entre Belém et São Paulo. Donc, quand on voyage au travail, vous voyez, on profite de ces moments-là. Et en fait, on se demandait, mais pourquoi? Parce que pourquoi ce modèle, en fait, de la naissance de la tragédie, vous savez, Nietzsche a écrit un ouvrage extrêmement important qui s'appelle « La naissance de la tragédie ». On se demandait pourquoi ce modèle de la naissance de la tragédie était aussi prégnant et revenait constamment pour essayer de comprendre ce qui se passe artistiquement dans un groupe. Eh bien, l'hypothèse qu'on faisait, c'est que c'est le premier dispositif artistique, il y a 2500 ans, c'est le premier dispositif artistique qui tente de rendre compte de l'articulation du singulier et du groupe. Voilà. Ça, c'est la naissance de la tragédie. Et c'est ce que nous raconte Nietzsche à partir des études qui avaient été faites sur les religions grecques. C'est-à-dire que à l'origine existe le dithyrambe. Le dithyrambe, c'est un rituel lié au culte de Dionysos. Dionysos, c'est le dieu, vous savez, le dieu étranger, le dieu des morts, mais aussi le dieu du théâtre, de l'ivresse, de la transe, bon. De l'hubris. De l'hubris, enfin de tout ce qui est hors limite. Et en fait, ce dithyrambe était une pièce chantée et dansée, les deux étant articulés en Grèce ancienne, où on racontait en fait la passion de Dionysos. C'est-à-dire comment il avait été tué, démembré, dévoré par les titans, et puis reconstruit, etc. etc. Donc c'est une histoire de déchirement et de reconstitution. Et à un moment, il se passe un truc étrange. Il y a quelqu'un qui a l'idée d'arracher à ce cœur un protagoniste qui va se mettre à interroger
et à interagir avec le groupe du chœur, et qui va occuper la fonction de protagoniste. Et à ce moment-là, naît l'illusion. Voilà. C'est-à-dire que ça, c'est tout à fait fascinant. Et oui, parce qu'il y a cette idée que le chœur et le dialogue entre le chœur et le protagoniste n'est pas juste un dialogue qui raconte une histoire, mais qui va le mettre en scène. Et là, ça change quelque chose. Tout d'un coup, le protagoniste se met à jouer un rôle et non plus simplement à le raconter. Jusqu'à présent, on était toujours dans le théâtre du récit, hein, ou alors dans les Aèdes tels que Homère qui racontait l'histoire, mais c'était pas joué. Et là, tout d'un coup, ça devient jeu et apparaît à ce moment-là la dimension de l'illusion théâtrale, de l'identification aussi, puisque le personnage, l'acteur va s'identifier au personnage. Et ce qui nous paraissait tout à fait intéressant, c'était cette tension entre, d'un côté, un groupe qui vise effectivement à rester bien serré. Hein. Le chœur, vous savez, Alain Didier Veil dit que le chœur, c'est les bénis oui-oui. Hein. C'est ceux qui disent toujours « oui, c'est vrai, il ne faudrait pas faire ça. Attention, là, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Hein, » Voilà, donc c'est le chœur bien pensant de la cité. Et puis, le héros, c'est celui qui prend son courage de main, qui s'arrache à ça et qui fait l'hypothèse qu'un autre type de rapport au monde est possible. Voilà. Solitaire, dangereux parce que solitaire, mais qui est possible. Et donc l'idée que nous avions, c'était que chaque improvisation théâtrale, en groupe, lorsqu'elle est réussie, viendrait rééditer cet acte inaugural de la tragédie. C'est-à-dire que chaque fois qu'on prend le risque de jouer en groupe, et chaque fois que quelqu'un prend le risque de prendre réellement la parole dans un groupe de théâtre, il réédite ce moment où le protagoniste s'arrache au cœur pour faire exister autre chose, une autre dimension qui ne se termine pas toujours très bien. Hein. Souvenez-vous, Antigone, quand elle décide effectivement de s'arracher au cœur et de dire non, moi je décide que je vais enterrer mon frère, bon, elle en meurt. Hein. Bon, voilà. Oui, parce que ça ne se termine pas forcément bien pour les personnages, oui. Pour les héros, mais ça peut être aussi dangereux du côté du spectateur. C'est-à-dire que l'illusion qui est créée à ce moment-là, elle contient en elle, ça c'est la thèse, c'est une thèse de Nietzsche qui est très intéressante, qu'avait repris Alain Didier Veil, justement. On ne l'a pas explicitement dit, mais quand même, ce qu'on dit ce soir, ça fait référence à lui et son travail, notamment dans un bouquin qu'il a écrit qui s'appelle Invocation. L'enjeu de l'illusion théâtrale, elle comporte sa part de danger. C'est pas simplement quelque chose, enfin quelqu'un va prendre la parole. C'est en créant cette illusion, ça remet de nouveau le trouble dionysiaque au sein de la cité. C'est-à-dire que les gens ne savent plus, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, etc. Ça crée, on est au-delà du récit qui permettait de dire non mais ça, c'est arrivé ailleurs, c'est arrivé dans un autre temps, ça ne nous concerne pas. Tout à coup, avec le jeu de l'illusion, c'est-à-dire cette illusion qui est le fait même de cette apparition du protagoniste, le trouble investit la cité. Et là, on arrive sur quelque chose qui est quand même intéressant, c'est-à-dire que si nous, on suppose que cette fonction protagoniste est un des ressorts thérapeutiques des médiations, encore une fois, pas seulement médiation théâtrale, mais médiation musicale et autres, c'est-à-dire à partir du moment où on convoque du groupe, et il ne faut pas être beaucoup pour convoquer du groupe, probablement à 2, ça commence, quoi. Mais si on suppose ça, alors on se dit quand même que proposer une médiation, c'est pas sans risque non plus. C'est pas sans risque. Parce que justement, on va mettre en place les conditions de semer le trouble dans les appartenances de chacun, dans les identités de chacun. Mais c'est pas pour rien que le théâtre a été honni tout au long de son histoire. C'est-à-dire Platon, il faut chasser le poète tragique de la cité, les poètes, pas les poètes, mais les pères de l'Église. Le théâtre, c'est le diable. Hein, le théâtre et la femme, c'est les fonctions diaboliques. Et jusqu'au XVIIe siècle, je veux dire, où Molière ne peut pas être enterré en terre consacrée parce qu'il est comédien. Et chaque fois, ou Bossuet, hein, qui dit le théâtre est
est un art dangereux. Qu'est-ce qui pressente? Et il pressente quelque chose de juste. Hein. Il pressente en fait que le théâtre, en floutant les limites identitaires, en permettant effectivement d'éprouver qu'on peut être autre sous le regard d'autrui, eh bien, ça crée effectivement un rapport à soi-même qui est un rapport un peu étrange. Voilà. Et donc, sans doute que le théâtre, en jouant sur ses identités, parce que bon, le comédien, il va jouer ça, mais chaque fois on pourrait dire mais encore, ben, simplement, ça vient faire percevoir de façon essentielle que je ne suis pas moi. Voilà. Voilà. Je est un autre. Eh bien, le théâtre, c'est le lieu où cela s'éprouve de façon la plus essentielle possible. D'où, effectivement, le danger. Et c'est Artaud qui disait, en fait, le théâtre, c'est l'outil révolutionnaire par excellence. Bon, malheureusement, il était un peu optimiste, mais sans doute qu'il y a une part de vérité chez Artaud. Mais il disait aussi, il faut en finir avec la psychologie. Oui. Donc, en finir avec la psychologie... Mais on est d'accord, ça, hein, c'est il faut important. en finir avec la psychologie, oui. C'est évident. Mais oui. Voilà, surtout au théâtre. Encore à la fac, on peut la maintenir encore un petit peu, pas longtemps, mais au théâtre, il faut en finir avec la psychologie, c'est évident. Donc voilà ce qui nous intéresse là. Je ne sais pas si on part sur autre chose ou pas, mais ça fait déjà 1 heure, mais ce qui nous intéresse, c'est cette dimension tragique, en fait. Voilà. Dans la naissance de la tragédie, il y a du tragique, et il y a du tragique aussi dans la clinique. Tragique, ça ne veut pas dire que c'est du malheur, il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut prendre tragique au sens où cet acte protagoniste a eu lieu. Et que tout à coup, ce qui était d'abord la recherche d'un cœur, on pourrait dire être ensemble, pas trop se déranger, etc. Voilà, se reconnaître. Bon, ce qui était d'abord la recherche d'un cœur, parce qu'il faut bien passer par là probablement, mais ce qui était la recherche d'un cœur se transforme en autre chose et permet une dissonance. Alors on en a parlé beaucoup. Et c'est cette fonction-là, bien sûr, qui nous intéresse, parce que si nos collègues de Paris 10, qui ont beaucoup travaillé sur la question des enveloppes, soutenaient l'idée que c'était la contention, l'idée d'enveloppement qui était thérapeutique, sans doute que ça a des effets d'apaisement, que ça a des effets thérapeutiques, à n'en pas douter. Si on veut viser des effets subjectifs, des effets subjectivants, c'est ce second temps qui le permet. Voilà. Juste une petite pause, le temps qu'on change la cassette. Mais peut-être qu'on a fini. On va discuter avec vous. Oui, peut-être qu'on a fini. Vous changez la cassette et après on... Mais voilà, l'idée principale, c'est que l'improvisation peut, c'est pas qu'elle doit, mais en tout cas qu'elle peut peut-être être poussée jusqu'à ce moment-là. En tout cas, le clinicien, il doit se doter des moyens de la permettre à ceux qui voudront s'y risquer. Et à ce moment-là, que l'improvisation devienne tragique. Que je trouve important, parce qu'en réalité, on connaît très peu les médiations. Par contre, tout ce qui est relié à l'art, c'est fait à l'intérieur de l'art-thérapie. Et je trouve franchement que cette distinction est très importante pour approfondir le rôle de l'art dans la médiation. C'est à vous. Moi, je termine. Oui, juste une chose, voilà, par rapport à la question de l'art-thérapie, c'est vrai que, comme Jean-Michel l'a dit, c'est important aussi de ne pas fixer les mots. C'est-à-dire que nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de critiquer le nom même d'art-thérapie, mais c'est plutôt d'être attentif au soubassement. Oui. Voilà. Et ce que ça implique. Et aux implications cliniques de ces pratiques-là. C'est surtout ça, en fait. On pourrait tout à fait dire qu'il y a des pratiques qui se disent de la médiation, mais qui vont travailler du côté de l'art-thérapie et vice-versa. Donc voilà, c'est juste une porte d'entrée pour essayer de repérer des orientations théoriques et des effets pratiques qui sont essentiels. Je voudrais poser une question un peu naïve. Vous avez parlé tous les deux d'improviser avec. Vous avez dit qu'il y avait de l'autre et des autres.
Vous avez beaucoup parlé du groupe, de cette dimension collective de la médiation thérapeutique, essentiellement donc dans le théâtre et la musique. Et la question que je me pose, et peut-être je rejoins une question de Giusy, savoir si c'est de la médiation ou de l'art-thérapie, qu'en est-il des arts comme l'écriture ou la peinture? Est-ce qu'on peut improviser par l'écriture ou par la peinture? Qu'est-ce qui peut se faire à ce niveau-là? Bien sûr. Les ateliers, mais on va retrouver exactement les mêmes tensions que nous essayons de tracer là. On parle de musique et de théâtre parce que ce sont sans doute les pratiques qui nous intéressent le plus et que nous avons pratiquées tous les deux. Mais par exemple, pour les ateliers d'écriture, ça fonctionne comment? Il va y avoir, je veux dire, là aussi, la plupart du temps, ça débute sur des règles. Hein. On va mettre en place une certaine... Pense à l'Oulipo. Hein. Voilà. Voilà, donc il va y avoir là effectivement des règles très cadrantes parfois qui vont être mises en place. Et comment, à l'intérieur de ces règles, eh bien, quelque chose va pouvoir malgré tout se dire, qui contourne et qui travaille ces règles, qui fait malgré tout quelque chose à devenir. Et même chose pour la peinture. Bon, on n'a pas cette pratique-là, mais dans le cadre du DU dont s'occupe Frédéric, il y a des ateliers qui sont menés par des collègues de l'hôpital de Cannes. Et là aussi, on a vu des photos et puis des films sur ce qui a été fait. Il y a par exemple une grande feuille qui est posée au sol. Et puis là, on donne une contrainte ou un certain nombre de conditions pour que cela puisse fonctionner. Et les personnes qui participent à cet atelier vont devoir réaliser quelque chose qui les concerne à l'intérieur déjà de cette feuille, de ces contraintes données, et tout en tenant compte aussi de l'autre. Parce que là, on l'a vu avec les étudiants quand on a eu des ateliers, venir repasser sur quelque chose qui a été fait par quelqu'un, ben, ça aussi, ça a des effets, par exemple. Mais là, c'est tenir compte des autres, du petit autre, et puis après, il y a d'autres formes d'altérité. Il y a aussi autre chose, peut-être sur lequel on ne s'est pas trop attardé, mais... l'idée de Nietzsche, quand même, c'est de montrer que la tragédie, c'est pas quelque chose qui oppose le dionysiaque et l'apollinien, Dionysos et Apollon, parce qu'on n'en a pas tant parlé que ça. On en avait prévu d'en parler un peu plus, mais ça me semble important. C'est-à-dire qu'il faut aussi comprendre qu'on a plus mis l'accent, au final, sur cet arrachement du protagoniste. Mais il faut aussi comprendre quelque chose, c'est que si Nietzsche est allé du côté de Dionysios, justement, c'est que... on va solliciter quelque chose de la démesure. C'est ce qui rajoute aussi, je crois qu'on est un peu passé à côté tout à l'heure, mais ça rajoute aussi au danger de la pratique. On va solliciter quelque chose de la démesure dionysiaque. Pour penser cette démesure, on a quand même quelques outils en psychanalyse, ça dépend des courants, ça dépend des auteurs auxquels on va se référer, etc. Mais il y a quelque chose qui va sourdre, qui va apparaître de la démesure. Et comment les outils qu'on propose, les pratiques qu'on propose et notre propre rapport, nous, en tant que cliniciens, à l'art, peut permettre que cette démesure prenne figure, prenne forme au sein même d'une mesure que Nietzsche appelle apollinienne. Voilà. Et ça aussi, c'est un enjeu. Mais on pourrait tout à fait penser, par exemple, sur la question de la lecture ou de l'écriture. Comment l'écriture va peut-être à un moment permettre à un patient de réarticuler différemment la démesure et la mesure. Ou, par exemple, je pense au travail aussi de Cécile sur la lecture à voix haute qu'elle avait fait dans un colloque à Breil, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand on se met à lire à voix haute, jusqu'où ça peut aller la lecture à voix haute finalement, jusqu'où ça peut aller. On ne sait pas, ça peut aller jusqu'à la profération après tout, mais pour autant, est-ce qu'on va verser non pas tragiquement mais mortifèrement dans la démesure, ou est-ce qu'on va pouvoir se maintenir lié à l'autre et au texte
qui est en train de se dire, quoi. Et là c'est vrai que l'idée de Nietzsche, quand même, elle est tout à fait claire. C'est-à-dire que c'est bien l'articulation de Dionysos et d'Apollon. Voilà. C'est-à-dire que c'est pas l'un sans l'autre. Et c'est pas l'un contre l'autre, c'est l'un avec l'autre. C'est-à-dire que c'est une articulation meubienne. C'est-à-dire que voilà, on va suivre là la bande de Möbius. D'un côté, on aura Apollon, de l'autre côté, on aura Dionysos, et on va passer insensiblement de l'un à l'autre. C'est-à-dire que Apollon, c'est la forme, et Dionysos, c'est ce qui va la mettre en mouvement. Voilà. Mais ces deux sont absolument nécessaires. Si on n'est que du côté de l'expression, là, c'est insupportable. C'est-à-dire, on est du côté de la thérapie cathartique du début de Freud et Breuer. C'est-à-dire, il suffit d'exprimer les affects pour que ça ait des effets. Aujourd'hui, tout un courant de la psychothérapie fonctionne encore là-dessus. Hein. Je veux dire, bon, voilà. Même si Freud l'a très vite abandonné, et on sait pourquoi. Donc là, on serait du côté de l'expression de l'affect, de la décharge. Bon, ça n'a aucun intérêt. Mais si on était uniquement du côté de la mise en forme, là aussi, on raterait quelque chose. Donc c'est bien la pensée de cette démesure dionysiaque et de cette mesure apollinienne qui fait que tout d'un coup, on est confronté à une forme... Oui, je suis tout à fait d'accord là-dessus, mais là où je voulais aller, en fait, c'est que cette question de l'improvisation, je crois que ça peut être une création, hein, dans la mesure où ça s'inscrit dans une dimension collective. Et qu'en est-il de la création individuelle? Il y a toujours de l'autre, évidemment, mais dans la création individuelle, est-ce que c'est une création ou est-ce qu'on peut aussi parler d'improvisation? Alors peut-être c'est aussi ce qu'on avait préparé là ce soir, c'est-à-dire qu'à la fois on va parfois du côté de la pratique artistique et parfois on va du côté de la pratique à médiation. On peut quand même supposer que si on revient sur la pratique à médiation, comment elle pourrait être individuelle? C'est-à-dire comment elle pourrait se faire seule? Non, mais pour savoir la différence entre improvisation créatrice, puisque c'est quand même la question de la création, et création individuelle, qui serait peut-être aussi de l'ordre de l'improvisation. Non, mais je veux dire, tu n'as pas tort. Je veux dire, même un créateur, il est bien obligé à un moment, en s'inscrivant dans une école, dans des codes, de jouer avec ces codes pour faire œuvre. Sinon, on va être du côté de la duplication et on ne reconnaîtra pas quelque chose comme une œuvre. Donc, cette dimension d'improvisation, elle est consubstantielle. Je veux dire, elle nous intéresse comme notion pour comprendre ce qui est en jeu dans les dispositifs à médiation. Mais je crois que c'est ce que Didier Anzieux, c'est quelqu'un que je cite rarement, mais là, pour le coup, c'est quelqu'un tout à fait intéressant là-dessus. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Le corps de l'œuvre » en 1985, 6, voilà. Et donc, il parle d'un temps de la création qu'il appelle le décollement créateur. Voilà. Et le décollement créateur, il le décrit tel qu'on essaye de l'approcher ici. C'est-à-dire ce moment où, étant pris dans des règles, les codes de l'art qui sont les siens, il plonge en lui, ça c'est l'image que donne Didier Anzieux, pour contacter un matériel inconscient et venir effectivement lui donner une forme à travers ça. Voilà. Donc pour Didier Anzieux, la subjectivité et cet acte d'improvisation, il est là. C'est-à-dire venir bousculer un art, un code, par cette dimension qui serait l'effraction de l'inconscient. Mais c'est une thèse freudienne aussi, hein, puisque pour Freud, il ne dit pas autre chose, hein, même s'il le dit en d'autres mots. Mais ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que ce matériel inconscient qui vient émerger, dans ce saisissement créateur, c'est l'autre terme qu'utilise Didier Anzieux, eh bien,
c'est un acte effectivement d'improvisation au sens fort du terme, c'est-à-dire au sens où on essaie de le définir là. C'est-à-dire que c'est pas n'importe quoi, mais c'est la prise de ce matériau dans les codes que le créateur a acquis. Oui, finalement, dans Tiens. ce que vous dites, finalement, improvisation et création. Improvisation et création, c'est presque synonyme dans ce que puisque la création, c'est un imprévu. Oui, mais je dirais pas que c'est synonyme. L'improvisation, c'est sans doute un des temps de la création. Voilà, c'est pas le tout de la création. C'est pas le tout de la création, mais c'est sans doute un des temps essentiels de la création. Ouais. Oui, je voudrais, sur l'effet de l'improvisation, et effectivement, c'est pour moi, comment tu, dans la médiation théâtrale, tu essayes de donner forme à quelque chose, tu essayes et tu travailles pour ça, et l'improvisation, c'est l'imprévu, donc l'imprévu qui survient sur une chose que tu as préparée dans le groupe ensemble. C'est l'éclat d'un regard, c'est l'imprévu, c'est quelque chose qui est effectivement pour moi un temps supplémentaire qui peut survenir ou pas à partir d'une création. J'aurais une question. Ma question, c'est justement quand cet imprévu il survient, il faut le voir, il faut l'entendre. Mais qu'est-ce qu'on en fait en fait? On se met à jouer avec. Comme en psychanalyse, on le scande. On peut jouer avec aussi. Oui, non, mais c'est une façon de le scander. C'est-à-dire que en psychanalyse, j'ai un mot d'esprit, un lapsus, je veux dire, qui apparaît dans la séance, bah, clac, bien sûr qu'on va l'épingler. La plupart du temps, le patient, ah bon, j'ai dit ça, et puis après, oui, ah oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Bon, et puis voilà. Et là, jouer avec, c'est une façon de l'interpréter. C'est-à-dire que c'est une façon de le scander. C'est-à-dire qu'on l'entend, on le reçoit, on est le bon entendeur de cette production-là, et en tant que bon entendeur, ça implique qu'il y ait une réponse. Une réponse, bah, ça peut être effectivement venir tout d'un coup soutenir ça, ou y répondre, ou le répéter, enfin ça peut être n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on en fait? On est obligé d'en faire quelque chose. Comme quand on est en séance, on est obligé de faire quelque chose d'un lapsus. Alors, voilà. Ça serait une faute technique comme ça de laisser passer un lapsus en se disant bon, voilà. Mais vous avez dit que c'était pas sans danger. Le fait que ça soit pas sans danger, c'est le fait qu'il y a un groupe, il y a ce système, cette dynamique, cet ensemble. Mais rien n'est sans danger dès qu'il s'agit de la psyché humaine. Voilà. Donc il faut accepter effectivement cette part de danger. Après tout... Non, mais probablement, par exemple, le danger, ça pourrait être aussi justement de ne rien proposer pour que cette tentative comme ça, vous voyez, cette apparition de l'imprévu ne puisse continuer à prendre forme. Et du coup, de passer à côté, bon, ça nous arrive à tous, hein, je veux dire. Hein. Et si ça se fait à répétition, au bout d'un moment, l'entendeur, là, il est où? Vous voyez? C'est-à-dire qu'on ne peut pas prendre le risque... Enfin, on peut pas prendre le risque que quelqu'un qui a pris le risque de se risquer à essayer comme ça de prendre la parole, de se singulariser, qu'il ne soit pas reçu comme qu'on ne le dise pas. Voilà. Alors ça, on peut effectivement le rater, ça nous arrive régulièrement, mais on n'a pas intérêt à le faire. Voilà. Comme en psychothérapie, on n'a pas intérêt effectivement à rater ces moments-là, parce que ce sont souvent des moments importants. Mais c'est là, je pense, où le rapport du clinicien, de l'animateur, aussi à sa pratique artistique est important. C'est là où c'est vraiment son rapport, non pas à l'art en tant qu'œuvre produite, mais en tant que pratique. C'est peut-être là où c'est important, parce que du coup, en fonction de sa pratique, il va pouvoir répondre, il va pouvoir proposer quelque chose, il va pouvoir justement accompagner ce soliste-là qui est en train d'essayer comme ça de donner une forme nouvelle
à ce qui n'était pas prévu, quoi. Et donc, il y a probablement quelque chose d'important là en jeu sur le rapport à la pratique. Ouais. Mais une autre question, le fait que ça soit un groupe, c'est pas pénalisant pour les autres si il y en a qui n'arrivent pas à s'exprimer, justement, si ça ne survient pas chez eux? S'ils ne réussissent pas à s'exprimer, si ça ne survient pas chez eux. Si l'imprévisible Mais l'imprévisible, on ne peut pas le prévoir. Donc on peut l'accueillir, c'est tout. Voilà, on peut juste l'accueillir. Et créer les conditions pour qu'il puisse émerger. Voilà. Après... On ne peut pas le prévoir. C'est pour ça que ta formule non imprévisible, ouais. L'imprévu non imprévisible est intéressante, quoi. On ne peut pas le prévoir, mais on peut se dire que ça ne nous prend pas absolument par surprise. C'est-à-dire qu'on propose les conditions de quelque chose. Après, est-ce que ça arrive? Pour que ça vienne. Et donc, du coup, comme malgré tout, c'est quelque chose auquel on sera attentif, si cet imprévu arrivait, on peut espérer qu'on puisse en faire quelque chose. C'est pas facile, je sais. Non, mais même... Mais on a des cas, justement, le texte qu'on vient de terminer part d'une expérience en théâtre où, justement, cette fonction du soliste apparaît à un moment. Celui qui s'y est risqué pendant 2, 3, 4 séances transforme véritablement le groupe et permet au groupe justement de sortir des emplois, des choses qui ont été répétées 36 fois, prises à la télé, prises partout, etc. Et permet d'inventer quelque chose d'autre et de beaucoup plus troublant. Sauf que celui qui s'est pris là au risque de devenir protagoniste, à un moment, sort du groupe. Il va en prison. Il va en prison. Quand il y revient, quelques mois plus tard, il essaye de nouveau d'aller remettre ça comme ça avec ce groupe, de le remettre au travail, mais ça ne marche plus. Et donc, en fait, il retombe, je dirais, dans la massification du groupe. Voilà. Ouais. Il y a quelque chose de troublant là-dedans. C'est-à-dire que cet effort de subjectivation, cet effort d'arrachement qui avait été le sien, eh bien, il ne peut plus le rééditer à ce moment-là. Ouais. Oui. Et voilà, en parlant avec le clinicien qui animait ce groupe-là, il nous disait, bon, voilà, c'est pas faute d'avoir essayé. À un moment, je voyais bien qu'il cherchait quelque chose, etc. C'est pas faute d'avoir soutenu, mais ça prenait plus. Donc il y a vraiment quelque chose, oui, d'éphémère, de précaire dans cette tentative-là. Mais en même temps, c'est ce qui fait que voilà, l'improvisation a toute sa place, a toute sa dignité là-dedans. Parce que justement, ça ne peut pas forcément se répéter de la même façon. Malgré la bonne volonté du clinicien, etc. Surtout sa bonne volonté, peut-être. Merci. Vous avez tout le programme sur la table. Merci. Super.